Être riche ou célèbre ne rend personne immunisé contre des choix capables de détruire des vies. Dans certains cas, des célébrités ont pris le volant en état d'ivresse, transformant une simple soirée de fête en un cauchemar de chaos et de mort. Ces accidents n'étaient pas de simples erreurs. Ils étaient le résultat de décisions irresponsables, laissant derrière eux des victimes et des familles brisées. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 cas réels où des célébrités ivres au volant ont provoqué des accidents de voiture si choquants qu'ils restent, encore aujourd'hui, de terribles rappels du prix de l'arrogance et de l'alcool. C'était le 27 juin 2010, un peu après 21 h, à Montgomery, dans le New Jersey. Fred Seaman et sa femme, Helen, 60 ans, venaient de rentrer d'un week-end. Alors qu'ils s'engageaient lentement dans leur allée, roulant à environ 5 km/h, Fred a commencé à tourner à gauche vers leur maison. Quelques instants plus tard, une autre voiture les a percutés violemment côté passager. Fred a été gravement blessé, Helen est morte sur le coup. La conductrice était Amy Locane, 38 ans, une ancienne actrice d'Hollywood, autrefois connue pour avoir joué aux côtés de Johnny Depp dans le film Cry Baby en 1990 et dans le rôle de Sandy Harling dans la première saison de Melrose Place. À une époque, elle semblait promise à une longue carrière à la télévision et au cinéma. Ce soir-là, sa vie a percuté celle des Seaman de la pire des manières. Les tests ont montré que le taux d'alcoolémie d'Amy était d'environ 0,23, soit près de 3 fois la limite légale. Elle avait bu du vin lors de plusieurs rassemblements plus tôt dans la journée. Des témoins avaient remarqué qu'elle semblait sous l'emprise de l'alcool, mais elle a quand même pris le volant. Au moment de l'accident, elle roulait à 85 km/h dans une zone limitée à 56 km/h. Les Seaman étaient presque dans leur allée quand la voiture d'Amy les a percutés de plein fouet. Helen, assise côté passager, n'a pas survécu. Amy a été arrêtée sur place. La carrière d'Amy avait commencé tôt. Née à Trenton, dans le New Jersey, elle était apparue dans plus de 60 publicités à l'âge de 12 ans. En 1984, elle a rejoint la sitcom Spencer, puis a fait ses débuts au cinéma dans Los Angeles en 1989. Sa percée est venue avec Cry Baby en 1990, qui a acquis un statut culte. Au début des années 1990, elle est apparue dans des films comme La Différence et des séries comme Melrose Place. Mais après seulement 13 épisodes, elle a quitté la série. À la fin des années 90, sa carrière a ralenti et en 2006, elle a pris sa retraite après s'être fiancée à l'homme d'affaires Mark Bovenizer. Ils se sont mariés, ont eu 2 filles et vivaient à Hopewell, dans le New Jersey. Le jour de l'accident, Amy avait été à plusieurs fêtes. Elle pensait à l'origine que son mari la ramènerait à la maison, mais quand il est parti avec leurs enfants, elle a pris sa propre voiture. Elle a plus tard déclaré à la police qu'elle s'en fichait parce que ses enfants n'étaient pas avec elle. Quelques minutes avant l'accident mortel, elle avait légèrement heurté un autre véhicule à un feu de circulation. Ce conducteur l'a suivie, ce qui, selon elle, l'a distraite. En décembre 2010, Amy a été inculpée pour homicide par imprudence, aggravée et mise en danger de la vie d'autrui par véhicule. En 2012, elle a été reconnue coupable d'homicide par conduite dangereuse et de coups et blessures. Elle risquait jusqu'à 10 ans de prison, mais en février 2013, le juge Robert Reed l'a condamnée à 3 ans en raison de ses jeunes filles. Elle a purgé 2 ans et 4 mois avant d'être libérée sur parole en juin 2015. Sa libération a suscité des contestations judiciaires. En 2016, une cour d'appel a ordonné que la sentence soit réexaminée. Le juge Reed a plus tard déclaré qu'elle aurait dû purger 6 mois de plus, mais a décidé qu'elle n'avait pas besoin de retourner en prison. Les procureurs ont continué de faire appel. En 2019, le juge Kevin Shanahan lui a infligé 5 ans, mais ce jugement a été annulé. Finalement, le 17 septembre 2020, la juge Angela Borowski a condamné Amy à 8 ans de prison, l'obligeant à en purger au moins 6 ans et 9 mois avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. La juge a déclaré qu'Amy aurait pu éviter de conduire ce soir-là, mais qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Elle a également noté qu'Amy n'avait pas pleinement accepté sa responsabilité. L'avocat d'Amy a fait valoir qu'il était injuste de la renvoyer en prison après avoir purgé sa première peine. Mais la cour a confirmé la décision. Elle a purgé sa peine au centre correctionnel pour femmes Edna Mahan et a été libérée le 20 décembre 2024, un jour après son 53e anniversaire. Pour Fred Seaman, qui a subi de graves blessures et perdu sa femme, aucune peine ne pourrait réparer ce qui s'est passé. Les événements de cette nuit-là ont changé plusieurs vies pour toujours, et ceux qui ont vécu cette épreuve ne l'oublieront jamais. Nous sommes le 8 décembre 1984, à Redondo Beach, en Californie. Nicholas Razzle Dingley, batteur anglais de 24 ans du groupe de glam rock finlandais Hanoi Rocks, vivait un moment décisif. Le groupe était en pleine première tournée américaine, leur grande chance, après des années de succès en Europe. 2 concerts à Los Angeles s'étaient déjà vendus en quelques minutes. Mais avant même de pouvoir monter sur scène, tout prit brutalement fin. Plus tôt cette année-là, Hanoi Rocks avait signé avec CBS Records et sorti Two Steps from the Move, contenant leur seul titre à entrer dans les charts britanniques,
une reprise de Up Around the Bend. La popularité du groupe grandissait, mais des tensions apparaissaient. Razzle et le bassiste Sammy Yaffa songeaient même à partir, en raison de conflits avec le guitariste Andy McCoy. Pourtant, Razzle restait l'âme du groupe, décontracté, drôle, et souvent celui qui calmait les disputes. Né à Leamington Spa en Angleterre, Razzle fut adopté dès la naissance et élevé par Henry et Irene Dingley à Binstead, sur l'île de Wight. Fils unique, il grandit entouré de musique. Plus tard, il s'installa à Londres et joua dans plusieurs groupes punk comme The Dark et Demon Preacher. En 1982, après avoir rencontré Hanoi Rocks en coulisses, on lui proposa de rejoindre le groupe comme batteur. Il remplaça rapidement son prédécesseur. En décembre 1984, l'avenir semblait prometteur. Mais quelques jours avant leurs concerts à Los Angeles, le chanteur Michael Monroe se cassa la cheville. La tournée dut être suspendue le temps de sa guérison. Le chanteur de Mötley Crüe, Vince Neil, invita alors Hanoi Rocks chez lui à Redondo Beach pour une journée de détente et d'alcool. Cet après-midi-là, les deux groupes burent beaucoup. Quand la bière vint à manquer, Neil proposa d'aller en chercher à la boutique. Razzle décida de l'accompagner. Neil, déjà visiblement ivre, prit le volant de sa De Tomaso Pantera rouge de 1972 avec Razzle assis côté passager. Aucun des deux ne portait de ceinture de sécurité. Sur le chemin du retour, Neil perdit le contrôle dans le 600 bloc de l'esplanade et percuta de plein fouet une Volkswagen. À l'intérieur se trouvaient Daniel Smithers, 20 ans, et Lisa Hogan, 18 ans. Tous deux furent grièvement blessés, souffrant de traumatismes cérébraux. Razzle, du côté de l'impact, fut transporté en urgence à l'hôpital, mais fut déclaré mort à 19h12. Andy McCoy et Tommy Lee, batteurs de Mötley Crüe, étaient partis à leur recherche. En arrivant sur les lieux, ils découvrirent Neil menotté et apprirent que Razzle avait été emmené à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, McCoy appela le manager du groupe, Seppo Westin, pour lui annoncer la terrible nouvelle. Razzle était parti. Le taux d'alcool de Neil s'élevait à 0,17, presque 2 fois la limite légale californienne, 0,10. Il fut inculpé pour homicide involontaire au volant et conduite en état d'ivresse. En septembre 1985, il accepta un accord, 30 jours de prison, 5 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général et 2,6 millions de dollars de dédommagement. Au final, il ne passa que 19 jours derrière les barreaux après avoir versé environ 2,5 millions de dollars pour réduire sa peine. Les familles des victimes jugèrent la sanction beaucoup trop légère. La mère de Lisa Hogan insista pour que Neil passe du temps auprès de patients atteints de lésions cérébrales afin qu'ils comprennent l'ampleur des dégâts causés. L'avocat de Daniel Smithers déclara que le fait de maintenir Neil hors de prison permettait qu'il continue à travailler et à payer les indemnisations, mais souligna aussi que cela l'empêchait peut-être de prendre pleinement conscience de ses actes. Les albums de Mötley Crüe commencèrent dès lors à inclure des avertissements contre l'alcool au volant. Leur disque Theater of Pain fut dédié à Razzle, mais pour Hanoi Rocks, le choc fut fatal. Michael Monroe quitta le groupe début 1985 et en mai, le groupe donna son dernier concert. Razzle fut enterré à Binstead. Dans l'autobiographie de Mötley Crüe, The Dirt, Vince Neil livra sa version de l'accident, mais beaucoup estimèrent qu'il minimisait la souffrance des victimes. La vie de Razzle s'est arrêtée en une fraction de seconde à cause d'une seule décision irresponsable. En seulement 2 ans avec Hanoi Rocks, il avait marqué la scène glam rock et influencé des groupes comme Guns N' Roses. Mais il n'a jamais eu la chance de voir jusqu'où sa musique aurait pu aller. Le 2 décembre 2006, à Beverly Hills, en Californie, Lane Garrison, un acteur de 26 ans surtout connu pour avoir incarné David Twinner, Apollo's Kiss, dans Prison Break, venait de quitter la série et s'ajustait encore à la vie sous les feux de la rampe. Mais cette nuit-là, une série de mauvais choix allait laisser une personne morte, 2 autres gravement blessés et changer la vie de Lane pour toujours. Lane a grandi à Richardson, au Texas, dans un environnement familial difficile. À 17 ans, il a quitté la maison de sa mère et a emménagé avec le pasteur local Joe Simpson, père de Jessica et Ashley Simpson. Il est resté chez eux pendant 1 an, a obtenu son diplôme à la G.G. Pierce High School en 1998. Puis est parti pour Los Angeles à 18 ans pour poursuivre sa carrière d'acteur. Des années de galère ont suivi jusqu'à ce qu'il perce en 2005 avec Prison Break. Pendant un court moment, il semblait que sa carrière décollait enfin. Le soir du 2 décembre, Lane a rencontré 3 adolescents devant une supérette à Beverly Hills. L'un d'eux était Vahan Setian, 17 ans, un lycéen de Beverly Hills. Les 2 filles qui l'accompagnaient n'avaient que 15 ans. Lane leur a fourni de l'alcool et le groupe a décidé d'aller ensemble à une fête de lycée. Lane venait de les rencontrer ce soir-là. Les enquêteurs ont plus tard confirmé qu'il avait bu et consommé des substances illégales avant de prendre le volant de son SUV. À un moment donné, après la fête, les 4 sont partis dans le Land Rover de Lane. Vahan était assis sur le siège passager avant tandis que les 2 filles étaient à l'arrière. En roulant à Beverly Hills, Lane a perdu le contrôle, est monté sur un trottoir et a percuté un arbre.
L'impact a détruit l'avant du véhicule et a été si violent que les résidents des environs ont appelé les services d'urgence immédiatement. Les premiers intervenants sont arrivés sur une scène de chaos. Vahan ne répondait plus et a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Les 2 filles à l'arrière ont survécu mais ont subi de graves blessures. Les tests ont montré que le taux d'alcoolémie de Lane était plus de 2 fois supérieur à la limite légale en Californie. Et il a également été testé positif à la consommation de drogue. Les enquêteurs ont déterminé qu'il était entièrement responsable. L'accident a rapidement fait la une des journaux. Fin décembre, Lane a été inculpé d'homicide involontaire par véhicule, de conduite en état d'ivresse et de 3 chefs d'accusation pour avoir fourni de l'alcool à des mineurs. Dès le début, il a reconnu sa faute. Les procureurs ont reconstitué la chronologie, la rencontre avec les adolescents devant la supérette, la fourniture d'alcool, la participation à la fête et la conduite en état d'ivresse. Le 2 août 2007, Lane a plaidé coupable de toutes les charges. Le 31 octobre, il a été condamné à 40 mois de prison, soit 3 ans et 4 mois, suivi de 4 ans de liberté conditionnelle. Il a également été condamné à payer près de 300 000 $ de dédommagement. La famille de Vahan Setian, ainsi que l'une des filles blessées, Michelle Ohana, ont intenté une action civile qui a ensuite été résolue à l'amiable. Lane a purgé sa peine au centre correctionnel de Californie à Tehachapi, passant finalement environ 19 mois derrière les barreaux avant sa libération en avril 2009. Dans des commentaires publics limités, il a décrit cette année comme la plus difficile de sa vie et a déclaré qu'il espérait que d'autres apprendraient de ses erreurs. Mais les ennuis l'ont suivi. En 2012, il a été accusé d'avoir physiquement agressé sa petite amie de l'époque, Ashley Mattingly. Il a plaidé non-contestation, a accepté de suivre des cours de développement personnel, de participer à 52 réunions des alcooliques anonymes et d'effectuer 8 heures de travaux d'intérêt général, évitant ainsi la prison. Lane est revenu au cinéma dans les années suivantes, apparaissant dans Bonnie and Clyde et Camp X-Ray. En 2018, il est devenu père d'une fille avec sa fiancée, Mary Kathleen. Malgré tout, l'accident de 2006 reste lié à son nom. Vahan n'avait que 17 ans et tout un avenir devant lui. Les 2 filles ont survécu, mais leur convalescence a été longue. Elaine, autrefois une star de la télévision, a dû vivre avec le poids de ce qui s'est passé. Une nuit, une décision et des vies à jamais changer. Le 20 juin 2011, vers 3h30 du matin à West Goshen Township, en Pennsylvanie, Ryan Dunn, un cascadeur de 34 ans de l'émission Jackass, venait de quitter un bar appelé Barnaby's à Westchester. Il était avec son ami Zachary Hartwell, un assistant de production de 30 ans qui avait travaillé sur Jackass No. 2. Plus tôt dans la nuit, Ryan avait posté une photo sur Twitter de 2 en train de boire ensemble. Quelques heures plus tard, il ne serait plus là. Ce qui a suivi n'était pas un accident de voiture typique. La police l'a qualifié de l'un des pires qu'elle ait jamais vu. La Porsche 911 GT3 de Ryan roulait entre 212 et 225 km/h dans une zone où la limite était de 88 km/h. À un moment donné, il a perdu le contrôle. La voiture a traversé une glissière de sécurité, s'est envolée dans une zone boisée et a percuté un arbre de plein fouet. L'impact a fait exploser le véhicule en flammes. Les enquêteurs ont déclaré qu'il s'était désintégré avant même que le feu ne commence. Le chef de la police de West Goshen, Michael Carroll, a décrit l'épave comme la plus grave qu'il ait jamais vue. Les restes de la Porsche étaient presque méconnaissables. Des débris noircis éparpillés parmi les arbres. Ryan Dunn et Zachary Hartwell sont morts sur le coup. Le corps de Ryan était si gravement brûlé qu'il a été identifié grâce à ses tatouages et à ses cheveux. Des témoins ont déclaré par la suite que Ryan avait bu entre 22h30 et 2h21 du matin. Le gérant du bar a affirmé qu'il ne semblait pas manifestement ivre, mais son rapport toxicologique a révélé un taux d'alcoolémie de 0,196%, soit plus du double de la limite légale en Pennsylvanie. Pour les amis de Ryan, la nouvelle a été dévastatrice. Bam Margera, son ami de longue date et co-vedette, le connaissait depuis le lycée. Ensemble, ils avaient commencé à filmer des cascades téméraires sous le nom de CKY, abréviation de Can't Kill Yourself. Ces cassettes ont attiré l'attention de Johnny Knoxville, qui les a intégrées à sa nouvelle émission sur MTV, Jackass, en 2000. Ryan est rapidement devenu célèbre pour se porter volontaire pour les cascades les plus dangereuses. Sur le plateau, il a gagné le surnom de Random Hero. Sa vie personnelle reflétait également cette nature à prendre des risques. Il adorait les voitures de haute performance et avait 23 contraventions pour conduite, dont 10 pour excès de vitesse. En 2005, il avait été arrêté pour conduite en état d'ébriété, mais avait quand même continué ses habitudes de conduite rapide. Sa carrière n'était pas sans blessure. En 2006, pendant le tournage de Jackass No. 2, une cascade impliquant un cheval lui a causé une grave blessure et un caillot de sang potentiellement mortel.
À peu près au même moment, on lui a diagnostiqué la maladie de Lyme, ce qui l'a éloigné des projecteurs pendant des années. En 2010, Ryan est revenu pour Jackass 3D et semblait plus heureux, renouant avec ses amis. La nuit de l'accident, lui et Hartwell, qui s'étaient récemment mariés et avaient servi en Irak, célébraient ensemble un nouvel accord. Alors qu'ils fonçaient sur la route 322, la Porsche a laissé une marque de dérapage de plus de 30 mètres de long avant de quitter la route. Les deux hommes sont morts de l'impact combiné et de l'incendie. Bam a plus tard révélé que Ryan avait déjà eu un accident à cet endroit exact en 1996. En faisant 8 tonneaux avec sa voiture. La réaction du public a été mitigée, de la tristesse de la part des fans et des amis et des critiques de la part d'autres. Le critique de cinéma Roger Ebert a publié un commentaire controversé sur l'alcool au volant qui a suscité de vives réactions. En août 2012, les parents de Zachary Hartwell ont intenté un procès pour décès injustifié contre la succession de Ryan Dunn, invoquant la négligence. L'affaire a ensuite été réglée à l'amiable. La famille de Ryan a remercié les fans pour leur soutien. Bam Margera le décrivit comme son meilleur ami et la personne la plus heureuse qui soit. Ryan avait une fois dit que si quelqu'un apprenait sa mort le lendemain, il ne fallait pas être triste pour lui, car il serait mort le sourire aux lèvres. Cette nuit de juin, sa vie et celle de Zachary Hartwell prirent fin dans un accident d'une violence telle qu'il ne resta que des fragments de la voiture. C'était le 4 janvier 1970 à Hatfield, Hertfordshire, Angleterre. Keith Moon, batteur du groupe The Who, l'un des plus grands groupes de rock au monde, assistait à un petit événement au Red Lion Pub. Il n'était pas là pour faire de la publicité, mais pour soutenir le fils de son voisin qui organisait l'ouverture du pub. Ce qui commença comme une soirée tranquille de musique et de boissons devint l'un des moments les plus sombres de sa vie. Moon était célèbre pour deux choses, son talent à la batterie et son style de vie extravagant. Au début des années 1970, sa vie était rythmée par les fêtes et les excès. Et cette nuit-là, il arriva au Red Lion dans sa Bentley, vêtu de vêtements coûteux. Au lieu de commander de la bière, il demanda du brandy, ce qui attira l'attention dans un pub majoritairement fréquenté par des locaux de la classe ouvrière. Parmi la foule se trouvait un groupe de jeunes hommes, skinheads, qui n'aimaient pas les gens qu'ils jugeaient arrogants ou hors de leur milieu. Ils remarquèrent immédiatement Moon et leur hostilité grandit au fil de la soirée. Moon n'était pas seul. Il avait sa femme Kim, des amis, ainsi que son garde du corps et chauffeur Neil Boland. Le rôle de Boland n'était pas seulement de conduire, mais de protéger Moon. Moon savait qu'il allait boire et voulait éviter les problèmes, mais les ennuis le trouvèrent quand même. Alors que la tension montait, le groupe décida de partir. Boland alla faire passer la Bentley à l'extérieur. Lorsque la voiture apparut, les skinheads devinrent agressifs. Ils entourèrent la voiture, jetant des pièces et des pierres, frappant les vitres et secouant le véhicule. Boland sortit, volontairement ou après avoir été tiré pour faire face à la foule. Ils le poursuivirent dans la rue et l'attaquèrent. À l'intérieur de la Bentley, Moon comprit que la situation échappait à tout contrôle. Bien qu'il détestât conduire et n'ait pas son permis sur lui, la panique prit le dessus. Il prit le volant. Certains disent que la voiture était déjà engagée, d'autres que Moon l'a démarré lui-même. Quoi qu'il en soit, la Bentley avança brutalement pour tenter de s'échapper. Mais à son insu, Boland était tombé devant la voiture pendant le chaos. Moon conduisit environ 90 mètres avant de s'arrêter, pensant que la foule le poursuivait toujours. Les personnes courant derrière étaient en réalité des passants tentant de l'avertir. Lorsqu'il sortit, il vit Bolan coincé dessous. Il avait été traîné sur toute la distance, subissant des blessures graves et fatales avant d'atteindre l'hôpital. La Bentley ne roulait qu'à 16 km/h, mais l'impact fut dévastateur. Moon fut arrêté et accusé de homicide involontaire, conduite sous influence, conduite sans permis, conduite sans assurance. 6 semaines plus tard, le tribunal déclara la mort de Boland accidentelle. Le juge estima que Moon n'avait eu aucun autre choix que de fuir et qu'il n'y avait aucune culpabilité morale. Le jury l'acquitta des charges liées au décès en 10 minutes seulement. Il plaida seulement coupable pour les infractions au volant. La famille de Boland rejeta le verdict, suspectant une dissimulation et estimant que la célébrité de Moon l'avait protégé. Certains affirmèrent que c'était Kim et non Keith qui conduisait. Les témoignages étaient peu fiables en raison de l'alcool, mais la majorité des personnes dans la voiture identifièrent Moon comme conducteur. Moon offrit son aide à la famille de Boland, mais ils refusèrent. Ses amis dirent « Son mariage prit fin en 1973 et son comportement devint de plus en plus erratique. Ceux qui le connaissaient croyaient que la culpabilité de cette nuit l'avait plongé dans des habitudes destructrices. 8 ans plus tard, en 1978, Moon mourut d'une overdose de substances à l'âge de 32 ans. Les événements du Red Lion restent l'une des histoires les plus tragiques et controversées du rock. Une soirée censée célébrer l'ouverture d'un pub, qui se termina par la mort d'un homme et un musicien à jamais hanté par ce qui s'était passé.